Merci beaucoup. Alors, je suis, comme mes collègues, ravie d'être parmi vous et je suis particulièrement touchée d'avoir l'honneur de pouvoir parler, étant belge d'origine, dans une ancienne usine d'embouteillage de bouteilles de bière. Alors, on m'a demandé de parler de mixité sociale, ce que je vais certainement faire, mais auparavant, j'aimerais vous dire quelques mots de la notion de quartier. Vous n'êtes pas sans savoir que ces dernières années, chaque fois qu'on intervient d'une manière ou d'une autre dans la ville, on fait un quartier. Alors, on fait plein de quartiers, on en fait peut-être beaucoup, et ce ne sont peut-être pas tous des quartiers. Alors, pour mettre un petit peu d'ordre dans mon propos, et évidemment en fonction de ce dont je vais vous parler, et qui concerne la fonction résidentielle, je suppose qu'on peut distinguer deux types de quartiers. Un quartier de destination, qui est un quartier de passage où on se rend pour faire des activités, et un quartier de milieu de vie, au sens d'habitat. Bien entendu, un quartier géographique peut contenir les deux types de quartiers. Et d'une certaine façon, je rejoins mes deux collègues qui vous ont bien montré que, d'une certaine façon, Griffintown a été un petit peu les deux. Mais ces deux types de quartiers, destination et milieu de vie, ne sont pas toujours très compatibles. Souvent, l'un finit par bouffer l'autre. Par exemple, ou bien vous avez le cas de résidents qui commencent à se plaindre du bruit que font les gens de passage, ou bien à l'inverse, vous avez les gens de passage qui se plaignent du manque de stationnement dans ce quartier où ils veulent pouvoir se rendre facilement. Alors, il y a quand même des facteurs qui permettent de rendre ces deux types de quartiers plus compatibles. Et là, je vais rejoindre des propos qui ont déjà été abordés par à peu près tout le monde ici. Un de ces facteurs de compatibilité entre les deux types de quartiers, c'est l'ambiance sur rue, c'est la convivialité des espaces publics. Il est bien clair que c'est un des facteurs qui fait que ces deux types de quartiers peuvent être ou non compatibles. Alors, quand on regarde Griffintown, on ne peut pas s'empêcher de noter qu'il y a certaines fonctions, certains usages de l'espace qui ne sont pas nécessairement très intéressants ou, disons, qui n'apportent pas de valeur ajoutée à l'ambiance sur rue et à la convivialité des espaces publics. Je vais prendre 3 exemples. La fonction hôtel n'est pas nécessairement un plus pour l'animation des rues. La fonction grande artère de transit n'est pas non plus quelque chose de très intéressant. Et un 3e exemple, un campus universitaire. Évidemment, je me garde bien de parler de celui de l'ETS. Après tout, ce sont mes collègues de l'Université du Québec. Je vais simplement généraliser et constater que, hélas, à Montréal, la plupart des campus universitaires ont eu un effet désastreux sur les rues, sur l'animation des rues et sur les espaces publics. Il y a quelques exceptions, mais en général, le pattern est là. Et bien entendu, je pourrais ajouter aussi un 4e élément qui n'est pas nécessairement favorable à l'animation des rues, c'est la très haute densité. Mais dans tous les cas que je viens de décliner, rien n'est toujours fixé à l'avance et tout est possible. Alors, je prends pour acquis que dans le quartier dont nous parlons, Griffintown, le grand Griffintown, la fonction résidentielle sera dominante. Et que donc, au fond, ce qu'il faut se préoccuper, c'est de la possibilité que le quartier milieu de vie l'emporte sur le quartier destination sans nécessairement l'annuler ou sans le nier. Et il me semble que cette fonction de quartier milieu de vie est tout à fait compatible avec, par exemple, la fonction secteur culturel
dont on n'a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, mais on sait que c'est assez important. Hein, il y a quand même beaucoup d'activités. On a parlé du corridor culturel, etc. La fonction résidentielle peut être aussi compatible avec un secteur commercial et touristique. Encore faut-il que celui-ci soit localisé et soit bien balisé. Et enfin, en matière de densité, on peut très bien imaginer un quartier milieu de vie qui ait une certaine densité, mais je ferai remarquer qu'à Montréal, nous n'avons pas l'habitude d'avoir des quartiers milieu de vie où la densité est constante. C'est-à-dire ce qu'on observe en général, c'est qu'au mieux, une tour est environnée de densités beaucoup plus basses. Et donc, c'est au fond un mélange de densité qui est plutôt dans les mœurs montréalaises. Alors, je passerai maintenant à mon propos principal qui concerne la mixité sociale. Mais je vais traiter de la mixité sociale de façon très large, c'est-à-dire pas seulement au sens où on l'entend généralement, qui est le mélange de populations de revenus différents ou de conditions socio-économiques différentes. J'ajouterai aussi le mélange de populations de générations différentes, de types de ménages différents, mais aussi d'origines ethnoculturelles différentes et de styles différents, de vie différents. Et c'est au fond, dans la réalité des choses, c'est tous ces ensembles de populations diversifiées qui constituent un quartier, mais tous ces types de diversité ne sont pas toujours très compatibles l'une avec l'autre, ne font pas toujours bon ménage. Alors, abordons d'abord la question de la mixité sociale au sens assez traditionnel, c'est-à-dire le mélange ou la diversité des statuts socio-économiques des ménages qu'on retrouve dans le quartier ou qu'on va retrouver dans le quartier. En général, il y a 6 grands facteurs qui justifient qu'on intervienne pour soutenir activement la mixité sociale dans un quartier. Je ne les évoque pas tous ici parce qu'ils ne me semblent pas tous pertinents et j'en profite pour dire que j'ai un plus long papier quelque part que les gens pourront consulter si ils sont intéressés. Le premier grand argument qui milite en faveur de la mixité sociale et qui me semble pertinent pour Griffintown, c'est la question de l'équité. Quand dans une opération vaste de revitalisation urbaine, on dépense énormément d'argent public, d'investissement public, pour les infrastructures notamment, eh bien, il est un petit peu normal qu'une diversité de populations puisse en profiter, à la fois en termes d'accessibilité aux sites, mais aussi en termes d'accessibilité aux logements qui seront construits. Donc, autrement dit, même si, en fait, on sait très bien qu'à proximité, il y a par exemple dans le quartier de la Petite Bourgogne ce qu'on peut appeler une surconcentration de logement social, ce n'est pas une raison pour ne faire aucun logement social ou logement abordable dans ce quartier-ci, compte tenu des investissements publics considérables qu'on va investir. Également, ce n'est pas une raison parce que juste à côté, au bassin du Nouveau Havre, on a réussi à inclure un pourcentage intéressant de logements sociaux et de logements abordables qu'il ne faut pas en prévoir pour le reste du quartier. Deuxième argument qui milite en général pour la mixité sociale et qui est assez bien connu puisqu'il correspond au fond à la stratégie d'inclusion de la ville de Montréal. Vous n'êtes pas sans savoir que dans notre contexte nord-américain et notamment canadien, au fond, la seule manière de faire du logement social et abordable est souvent de pouvoir l'accrocher à un projet de logement pour classe moyenne. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, que la ville essaye de négocier, parfois de façon dynamique, dirons-nous, avec les promoteurs et avec l'aide des organismes communautaires pour atteindre cette inclusion
de logement social et abordable. Troisième argument qui milite en faveur de la mixité sociale, c'est qu'à Montréal, quand on regarde attentivement le tissu social de tous les quartiers qui sont situés, disons, sur le territoire de la ville de Montréal, on constate qu'en fait, dans tous les quartiers, on trouve une certaine diversité. Il y a relativement peu de ségrégation sociale massive, comme on en trouve dans d'autres villes nord-américaines ou comme on en trouve dans d'autres villes européennes. Autrement dit, la diversité sociale dans les quartiers, c'est une habitude, disons ça comme ça, à Montréal, et il me semble que c'est important de la perpétuer.